J'avais prévu une présentation très formelle en disant, mesdames, messieurs, Mathias Malzieu, écrivain, poète, auteur, compositeur, chanteur du groupe Dionysos, réalisateur de films. Eh ben, je l'ai faite. Merci de l'accueillir avec vos applaudissements. Alors Mathias, on est chanceux parce que cette année 2023, pour vous et pour Dionysos, c'est une année de double anniversaire. Ça fait 20 ans très exactement qu'est paru votre premier livre et ça fait 30 ans qu'existe le groupe Dionysos. Pour ces deux anniversaires, un seul mot, l'Extraordinarium. On va en parler ce soir. L'Extraordinarium, c'est un livre de 1600 pages qui paraîtra le 2 novembre et c'est un album, un double album. Et à mon avis, il faut l'acheter en vinyle parce qu'il y a 4 faces, qui s'appelle aussi Extraordinarium, 23 titres, dont 3 inédits et 17 invités, parmi lesquels M, Aldebert, Clou, j'en oublie beaucoup, hein. Kerenan, Bernard Werber, François Bunel. Oui, voilà, des choses tout à fait étonnantes. Alors, on va commencer peut-être par l'Extraordinarium, le livre, le 2 novembre. La publication en un seul volume de tout ce que vous avez publié jusqu'à aujourd'hui. Le tout accompagné d'un certain nombre de nouvelles inédites, des spin-offs des principaux personnages des romans. Comment naît une idée pareille? Est-ce qu'à un moment, vous vous dites dans votre péniche, bon, je vais publier mes œuvres complètes? Vraiment pas. En fait, ça se passe grâce à des gens comme vous qui viennent me voir. C'est-à-dire qu'en festival, sur mon dernier roman, Le Guerrier de porcelaine, parfois des gens qui viennent avec une pile de livres et qui me disent « Ah, mais Jack et Giant Jack, c'est le même ou pas ?» Ou « Et le Victor dans Métamorphose en bord de ciel, c'est le même que dans Lucerne à Paris ?» Et Sylvia Snow, du Lucerne à Paris et du Guerrier de porcelaine, c'est le même ou pas? Et moi, je me suis dit « Alors, je réponds. » Et je me suis aperçu qu'il y avait quand même des latences entre les livres. Et un soir, je suis rentré d'un festival et j'ai commencé à synopsiser tout ce qui se passait entre mes livres. Le deuxième se passait avant le premier. Et j'ai toujours voulu écrire ce truc un peu entre Star Wars et X-Men, un petit peu de haut commencement, quoi. Qu'est-ce qui se passe avant, comme effectivement, comme tu le disais très justement, comme dans un spin-off de série. Et à chaque fois, mon éditrice me dit « Mais non, t'as plein d'idées, tu vas pas réutiliser des personnages, t'es un jeune auteur. » Maintenant, je suis un peu moins jeune, voilà pourquoi. T'as d'autres idées, tu feras ça plus tard. Mais moi, ça me tenait toujours à cœur de raconter ce truc-là. Et à force, comme le disent, j'ai commencé par faire ce synopsis-là. Après, j'ai fait le synopsis de quelque chose qui se passerait avant la mécanique du cœur. Après, j'ai fait « Et après, maintenant, qu'est-ce qui se passerait ?» Alors j'ai dit, ça peut être le plus petit baiser, et du coup je l'ai passé des années 2000 aux années 50. Donc il y a aussi des livres que j'ai réécrits pour cet Extraordinarium. Pas intégralement, mais je changeais des choses. Et je me suis amusé comme ça, j'ai commencé ça vers 22h30. Tout d'un coup j'ai eu faim et sommeil, et j'ai regardé par le hublot, il faisait jour. Et en fait j'avais 10 synopsis de 10 histoires qui liaient tous mes 10 livres entre eux. Avec une petite difficulté quand même majeure et très amusante, c'est que ce sont tous des livres qui sont quand même des romans, même si j'y mets beaucoup d'autobiographies symboliques en tout cas. Et au milieu, avec un journal d'un vampire en pyjama, qui est un livre que j'écris à la première personne et qui est, comme son nom l'indique, un véritable journal, un récit. Donc on pourra voir les questions et tout ça, mais en tout cas j'ai dû embrouiller avec ça un peu. Et c'était intéressant à trouver comme astuce. Et je suis parti là-dessus et j'ai dit, le lendemain j'ai relu ça, j'ai appelé mon éditrice et je lui ai dit voilà, je veux faire ça. Elle m'a dit c'est impossible. Parce que tu as des livres chez Flammarion, d'autres chez Albin Michel, et qu'en plus ça va faire un livre très gros, parce que là tu dis 1600 pages, mais c'est en format poche. Oui. Mais sinon ce serait 2700 pages, en format première édition. Oui. On achète le porteur avec le livre. Ouais, c'est ça. Ça va être lourd, ça va être cher, et en plus c'est compliqué d'acheter les livres de Albin Michel, Flammarion, tout ça. Et elle a eu une idée de génie, elle m'a dit demande au poche. Et le poche m'a dit mais oui, on peut le faire. Ce sera moins cher, on fera un papier plus fin. Et nous, le poche, c'est plus facile de racheter les titres, donc il y a un côté logistique aussi, pour que ça puisse se faire et justement que ça coûte pas trop cher. Donc je suis parti là-dedans, et là j'ai appelé le groupe, j'ai dit les gars, on a 30 ans l'année prochaine, et moi je fais ce projet-là qui s'appelle Extraordinarium, et je trouvais ça dommage que juste avec les personnages ou quoi, je mette des espèces de liens comme ça pour l'écouter sur Spotify, quoi. Je pense que c'est l'heure.
En plus, bon, on a eu un petit ratage, nous, avec, on a sorti un livre, je vais y arriver, un disque et un film la semaine d'avant le Covid en 2020. Donc il y a eu quand même les 3 quarts de la tournée qui ont été annulés, le film est resté 3 jours donc il y a eu une petite frustration. Je dis là, c'est les 30 ans. Est-ce que ça vous dirait pas, parce qu'il y a des morceaux qu'on préfère sur scène, par exemple, qu'on joue de manière plus brutale, plus vivante que sur disque, et de les enregistrer comme sur scène. Et finalement, je me suis armé d'une carte de l'Europe, d'une timeline qui commence en 1860 avant la mécanique du cœur, qui va jusqu'à 2022. Et là, en fait, j'ai posé sur la timeline des arbres généalogiques de mes personnages, certains qui existaient déjà et d'autres que j'ai complètement inventés. Et puis j'ai commencé à poser les chansons. Tiens, cette chanson, ça correspond à ça. J'ai écrit 3 inédits qui sont liés à certaines nouvelles et à des nouveaux personnages. Et en fait, j'ai fait comme ça toute une fresque où j'ai mis les histoires, les nouvelles histoires, les livres, les chansons. Et du coup, on se retrouve avec un disque, comme tu le disais, avec 4 faces. La première face, c'est très rock'n'roll, elle s'appelle la North Side Story. North Side. Donc il n'y a pas de clic, le clic c'est le truc qui est le métronome, quoi, pour enregistrer bien droit. Donc c'est enregistré très sauvagement. Garage. Ouais, alors avec un gros son studio quand même, mais avec vraiment l'énergie du live pour ceux qui nous connaissent. Ça ressemble beaucoup plus à nos lives qu'à nos disques, qui ont des fois un côté live quand même, mais là on a vraiment lâché le truc. Après il y a la South Side Story qui est beaucoup plus folk, avec des choses beaucoup plus délicates. Il y a la East Side Story qui est hip-hop, mais hip-hop à notre façon, hein. Un peu électro aussi. Hein? Un peu électro hip-hop, mais avec des éléments comme ça, hip-hop à notre façon, c'est-à-dire un côté un peu Beastie Boys, Beck, des choses comme ça. Alors, on s'est pas mis à faire un exercice de style, c'est juste de nos influences qu'on a un petit peu sectorisé comme ça. Et la dernière phase, c'est là, évidemment, West Side Story, avec les morceaux des films et avec un orchestre symphonique. Donc ça fait 21 chansons, 17 invités, et du coup tout est connecté. Et comme je voulais que ça soit connecté, 21 plus l'intro et l'épilogue, ça fait 23. Oui, il y a 23 pistes, effectivement. Il y a 23 pistes. Et du coup, c'était amusant de faire venir des invités aussi là-dedans. Et j'ai aussi demandé, en fait, on a fait un cours pour les visuels. On a travaillé avec plein de gens géniaux, hein. Johan Sfar, Darian Nelson qui a fait la dernière pochette aussi. Et là, on a proposé de faire un concours de fan art pour les pochettes. On trouvait que pour les 30 ans, c'était bien. Et on a trouvé on a trouvé plein de trucs super, mais notamment un. Et du coup, il fait la pochette du livre, du disque, de la fiche de tournée, et la scénographie va être inspirée de sa pochette, avec des personnages qui sont dans des bulles, comme si c'était des bulles de souvenirs ou de rêves. Et donc moi, dans le cahier des charges que j'avais donné certains personnages, des chansons et des livres. Et il a fabriqué tout ça, et on a commencé, si vous pouvez aller voir, on a sorti le clip de Song for Jedi avec M. Et il y a les personnages qui apparaissent dans les bulles comme ça. Il faut aller voir. Comme si la pochette prenait vie. Et on va essayer de monter ça sur scène pour l'année prochaine. Donc voilà, tout le projet s'est fait comme ça. C'est lié. Est-ce que c'est un projet où je me dis, moi, si j'adorais un auteur, et j'en adore, j'aimerais bien avoir ça. Et c'est un peu un behind the scene finalement. Un truc, des coups, après comme c'est des nouvelles coulisses un petit peu. Et comme évidemment des spin-offs de séries, c'est pas un truc pour tout raconter ou pour tout expliquer. C'est un truc pour poser des nouvelles questions. Voilà. Je vous propose d'appeler chez vous pour dire que vous allez rentrer tard, parce que je vais poser une question, et j'en ai 21. Ceci dit, on va repasser toute cette carrière en revue. On va peut-être commencer par Dionysos, parce que pour Dionysos, tout a commencé à cause d'un accident de tennis. Oui, c'est pas faux. C'est vrai que j'étais très hyperactif et hypersensible, et que le sport me catalysait pas mal dans l'enfance et le début de l'adolescence. Et puis au début de l'adolescence, même si je fais que 1m66,5, j'ai eu plein de problèmes de croissance. Genoux, dos, j'ai commencé à me faire mal, et du coup à avoir des longues périodes où je pouvais plus ni jouer au foot, ni faire du ski, ni jouer au tennis. Et il y avait une guitare qui traînait dans la chambre de ma sœur, qui devait toujours jouer jeux interdits quand il y avait des invités à la maison, avec le pied sur la chaise comme ça. Et elle détestait cette guitare parce qu'elle voulait faire du piano, mais moi j'ai récupéré la guitare parce qu'entre-temps, j'avais commencé, un des révélateurs chez moi, ça avait été, outre les choses qu'on aime enfant, les E.T., les Disney, plein de choses comme ça, Retour vers le futur, tout cet imaginaire des années 80 que j'aimais beaucoup, c'est le Cercle des poètes disparus. Et avec le Cercle des poètes disparus, j'ai commencé vers 15-16 ans, j'ai lu Feuilles d'herbe
de Whitman, et j'ai lu, comment il s'appelle ce livre de Thoreau, il est pendant 2 ans dans Walden. J'ai lu ces 2 livres, alors avec difficulté, parce que quand même j'avais 16 ans, mais je me suis accroché, et il y a quelque chose qui m'a allumé, et j'ai eu envie, après ça a été la Beat Generation, Kerouac, Burroughs, Bukowski, Brotigan, toute cette littérature-là, et en même temps le rock indé américain. Alors j'écoutais des choses françaises aussi, des Dominica, des choses comme ça, mais beaucoup de rock indé américain, puis de folk, blues du Mississippi, parce que en même temps Nirvana, ils reprenaient Led Belly, puis Bowie, le Velvet Underground, tout ça. Donc j'ai fait un arbre généalogique, littéraire, musical, et ensuite cinématographique. Et pendant toutes ces périodes-là, j'ai rêvé beaucoup, voilà. Jim Jarmusch, du coup après j'ai fait une fac de cinéma, j'ai fait une maîtrise, j'ai fait un essai sur Jim Jarmusch. Et en fait c'est tout ce souffle-là, avec cette arborescence livre, disque, cinéma, qui m'a donné envie de fonder effectivement le groupe Dionysos avec des copains, parce que pour continuer de me canaliser, de me catalyser, même quand mes facultés sportives, physiques, je dirais plutôt, parce que sportif c'est un grand mot, sont revenues, en fait j'avais besoin de plus. Et puis il faut pas oublier que j'étais pas très grand, j'étais roux, et que du coup, pour intéresser un peu les filles, c'est compliqué, vu que j'étais pas ultra musclé, c'était bien d'être un peu poétique quand même. Alors il paraît qu'avec les copains qui vont devenir Dionysos, les premières chansons jouées, c'est sur les terrasses des bistrots à Palavas-les-Flots. Alors ça c'est encore avant, ça c'est pour me payer la guitare. Ah carrément. J'ai eu le bac, ce qui a cette Palavas c'est la grande motte. Palavas c'est la grande motte, et je pars effectivement d'abord tout seul avec une... Alors les mecs ils ont tous des catogans, ils font des reprises de Jean-Jacques Goldman et tout, et les gens ils leur donnent pas d'argent, et moi j'arrive avec ma guitare accordée, à peine accordée, et comme je venais d'apprendre la guitare et pas de solfège ni rien, puisqu'avant je faisais du foot, et je jouais avec mes chansons. Donc évidemment moi sans ampli, avec une guitare désaccordée, quand je gagnais 2 €, c'était... Ouais. Je me rappelle la première fois que j'ai eu assez d'argent pour m'acheter une glace sur le port de Palavas-les-Flots. Ouais. Mais cette glace, le goût de cette glace, c'était du caviar serti en diamant, quoi. Et j'ai dit, mais c'est incroyable, moi, avec mon ré, mon la et mon mi, et mes chansons de footballeur, d'1m66 avec des claquages au mollet, j'ai une glace gratuite. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que j'avais vraiment l'impression de la mériter complètement. Et du coup, ça a été une stimulation. Et ces fameuses chansons que j'ai jouées dans les bars, eh bien, à la rentrée de septembre, j'avais quand même gagné un petit peu d'argent. Avec l'argent que j'ai eu, je me suis payé un sol élastique. D'accord. Et avec la monnaie, je me suis fait une guitare, un ampli, un micro, un pied de micro. On a commencé Dionysos comme ça. Et l'année d'après, pas tout le groupe, mais Mike, notamment le guitariste, et on a refait la tournée pour s'acheter encore un peu de matos. Donc vous êtes retourné sur les terrasses ? Ouais. Il paraît que le premier titre que vous avez joué sur les terrasses, c'était Should I Stay or Should I Go ? Ouais, Should I Stay or Should I Go des Clash. On jouait ça, on jouait Knockin' on Heaven's Door, mais version Dylan. Pas Gas à Roses, parce qu'on sait pas faire le solo. Et l'harmonica, c'était plus simple que le solo de guitare. Et ouais, on jouait ça, et effectivement, parce que Should I Stay or Should I Go, pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de barré à la guitare. Donc barré, c'est un truc qui fait comme ça, qui fait mal au poignet. Et qu'il faut apprendre un peu, et puis c'est un petit cap à passer à la guitare, et à cette époque-là, je savais pas, alors que l'autre, ré-ta-ta, da-da-da-da-da, ça marchait. Et puis sinon, les miennes. 10 ans après la formation de Dionysos, publication d'un premier livre, 38 mini-westerns avec des fantômes. Alors, il paraît que vous envoyez le manuscrit de ces 38 mini-westerns, manuscrit autographe, oui, à un éditeur, et il dit banco. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est génial. Vous savez bien que les journalistes simplifient toujours tout. Pas toi. J'avais un rêve de faire du surf. Mais moi, j'habitais à Valence dans la Drôme. Donc, le Rhône, bon, il n'y avait pas le paddle encore à l'époque, donc c'était pas... Et bon, finalement, donc effectivement, je pense qu'on est en 2002. Oui, on est en 2002 parce que c'est l'année de la sortie du Western sous la neige. Et je pars faire en stop pour faire du surf sur la côte basque. Et là, je m'achète un petit livre, une anthologie de poètes qui ont écrit sur les vagues. D'un type qui s'appelle Hugo Verlhomme et qui est à la fois, poète, éditeur et surfeur. Et le fait est que je prends l'adresse et je lui écris. Je lui dis moi c'est le livre qui m'a accompagné pour mes premières vagues à moi. Et voilà, et j'aimerais, et je lui envoie des nouvelles parce que j'ai vu qu'il était éditeur. Moi j'ai arrêté un peu l'édition, mais je vais vous recommander à un autre copain
une espèce d'anard génial qui habite à Ourougne, une espèce d'ours hyper tendre comme ça. Le mec il me fait écoute, moi je peux te le faire, mais bon, t'es un peu connu avec Dionysos, peut-être tu devrais chercher un autre éditeur, parce que bon, moi j'ai quand même pas, moi j'ai pas de diffusion nationale, c'est que dans le Pays Basque, c'est exactement, c'est ça. Et moi je fais non, moi je fais un livre, c'est génial, j'ai pas envie. Le mec était fascinant, drôle, on parlait de Mayakovsky et tout, c'est génial quoi. Donc non, moi je vais faire avec toi. Donc on fait ce livre-là, effectivement, cet exemplaire-là, comme ça. On le tire, je crois, à 500 exemplaires. 500 exemplaires, ça se passe bien, il y a un petit article, un machin, un truc et tout. Du coup, il arrive à choper une distribution. Et du coup, lui qui vend que de la poésie, du truc local, et voilà, ses meilleures ventes, c'est 1000 exemplaires, quoi. Finalement, on fait 5000 exemplaires. Extraordinaire, quoi. Et du coup, c'est ce livre-là qui a atterri dans la poche, en fait, d'une amie qui était stagiaire à Flammarion et qui l'a donné à une éditrice chez Flammarion. Entre-temps, je perds ma mère et je commence à écrire le Maintenant qui fait tout le temps nu sur toi avec cette histoire de géant dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ouais. Et je la rencontre à ce moment-là. J'ai écrit une centaine de pages et elle me dit écoute, il y a 10 pages qui sont bonnes, il y a 90 pages à acheter. Mais si t'es ok pour essayer de tenir le niveau de ces 10 pages-là, moi ça m'intéresse, mais par contre, moi j'ai pas envie de faire un objet promo Dionysos. Ce qui m'intéresse, c'est de développer un auteur. Donc si c'est pour mettre, de faire un truc un peu gadget, machin, ça m'intéresse pas. Mais si tu veux écrire un vrai livre et que tu veux te retrousser les manches, alors on y va. Et ça a commencé comme ça. Alors c'est pas effectivement un livre gadget Dionysos, comme je vais lui dire tu, parce qu'on se dit tu pour la vie et je me force à lui dire vous, j'y arrive pas. Comme tu viens de le dire, c'est pas un livre gadget, mais depuis Western déjà, il y a sans arrêt des connexions entre les livres et les albums de Dionysos. Le plus souvent en même temps, parfois un peu avant, parfois un peu après, mais il y a vraiment ces passerelles-là, comme si tu dénouais l'écriture des chansons pour la renouer sous forme de roman, ou si tu dénouais le roman pour la renouer sous forme de chanson. Ce qui est passionnant et joyeux pour moi, c'est comme si je changeais de point de vue tout le temps. Quand on réalise un film, bien évidemment il y a la direction des acteurs, il y a plein de choix, des multitudes de choix à faire chaque jour, mais surtout, des choses les plus importantes, c'est où est-ce qu'on met la caméra. Et c'est le changement de point de vue. Et c'est par exemple, on parlait du cercle des poètes disparus, c'est ce que leur dit le professeur à un moment donné, il leur demande de se lever sur la table et de voir le monde d'un autre angle. Et à chaque fois que j'ai un personnage, quand j'imagine la musique qu'il écoute, ou s'il pouvait chanter, ou qu'est-ce qu'il donnerait à l'écran, en fait ça me nourrit, parce que je ne suis pas juste le guitariste qui fait ses gammes, ou l'écrivain qui va essayer de faire l'écrivain. En fait, je suis obligé de ne surtout pas me prendre au sérieux, parce qu'en fait, je change d'angle tout le temps. Mais par contre, je suis obligé de le faire très sérieusement. Parce que sinon, l'interaction ne marche pas. Et ça crée un jeu et une émulation chez moi qui est ultra stimulante. J'adore quand j'ai une idée de livre, par exemple pour la mécanique du cœur, quand j'ai eu l'idée de ce personnage avec une horloge à la place du cœur, et qui du coup ne supporterait pas la puissance du sentiment amoureux, la première chose que j'ai fait, je suis allé chez un horloger. Et j'ai enregistré des sons d'horloge toute une nuit, chez un horloger qui avait refait des vieilles horloges de Robert Houdin. Alors Robert Houdin, en plus, avait fait des recherches, un des premiers prestidigitateurs qui avait influencé Méliès. Donc après, j'ai mis Méliès dans le livre, j'ai fait mes petites recherches comme ça. Et quand je voulais faire une chanson au début. Et puis finalement, on a commencé avec Mike, le guitariste du groupe, à sampler des carillons, tous les tic-tac toute la nuit comme ça. Et en fait, on a fait comme si on faisait de la musique électronique ou du hip-hop, sauf que notre matériau était uniquement analogique et horloger, avec des carillons, des choses comme ça, des coups. Et là, j'ai eu envie de dire, j'ai envie de faire la bande originale du livre. Comme si c'était un film. Et du coup, je pensais musique de film en écrivant le livre. Et en fait, ça peut paraître confusant. Peut-être que pour ça, c'est absolument pas une règle ou une masterclass que je fais. J'explique juste, je réponds juste à ta question. Je dis pas, il faut faire comme ça, parce que je sais pas du tout si ça marche pour, le fait est que moi, ça me stimule, et que ça me crée, ça augmente mon imaginaire, et que ça me remet en question tout le temps. Ça m'oblige, en fait, à regarder à changer mon objectif, à changer. Mais c'est des bains révélateurs avec des couleurs différentes à chaque fois. Et à partir du moment où je me surprends moi-même, et du coup, ça me permet d'être le moins possible dans la posture et de m'amuser. On dit un musicien sur scène, il joue. Un acteur, il joue. On l'oublie beaucoup trop. Et jouer, ça veut pas dire juste faire des choses rigolotes. On peut s'amuser avec la mélancolie. On n'est pas obligé de faire du ton sur ton, de se prendre extraordinairement au sérieux parce qu'on est sombre. Au contraire.
c'est le principe du ciel étoilé. Les premiers effets de ciel étoilé dans les films, c'est une superbe métaphore de la résilience et du fait de pas se prendre trop au sérieux et d'aller chercher la lumière. Là, on est quand même, on est chez Voltaire un petit peu. La lumière, elle ne vient pas que du moment où il fait beau ou du moment où tout va bien. Et l'exemple, il est assez prenant, c'est-à-dire que, en fait, il prenait un drap noir, il faisait des petits trous dedans, il mettait de la lumière derrière. Comme ça qu'on faisait les premiers ciels étoilés. Et pour moi, tout le principe de création, il est là. C'est-à-dire que où est-ce qu'on va faire passer la lumière au moment où c'est noir? Et surtout pas, c'est noir, donc il faut que ça soit bien noir. Ah, c'est joyeux, il faut pas qu'il y ait noirceur. Tout ce qui m'intéresse, c'est la nuance et l'intrication, la contradiction. La question, finalement. On passe notre vie à avoir des quiproquos et des malentendus. Alors le problème, est-ce qu'on va dire, ah, mais toi t'as pas fait ça, toi t'as pas fait ça? On va essayer de trouver une solution. Et pour moi, raconter une histoire, c'est ça. C'est un personnage qui va point A, point B, et après on va lui mettre des obstacles. Et tout l'intérêt de l'histoire, c'est comment il va s'en sortir. Est-ce qu'on lui donne des pouvoirs magiques? Est-ce qu'il creuse? Est-ce qu'il contourne? Est-ce qu'il attend? Est-ce qu'on l'aide? Est-ce qu'on, au contraire, on lui met d'autres obstacles? Est-ce qu'il est son propre obstacle? Et penser à ça, à la fois en musique, en film, et jamais au même moment, en fait, crée quelques petites roues de hamster dans ma tête qui m'empêchent de dormir énormément, mais qui me donne l'impression de faire le plus beau métier du monde, qui est raconteur d'histoire. La mécanique du cœur, le livre et le disque, on est en 2007. Il va falloir attendre 6 ou 7 ans avant que le film ne sorte. Il y a quelqu'un qui a imaginé que tu partais d'un point A à un point B et qui a mis plein d'obstacles entre deux? C'est pas quelqu'un, c'est des choses de la vie. Déjà, effectivement, j'ai eu beaucoup de chance à l'origine parce qu'avant tout c'est un privilège. Quand je dis chance, c'est pas de la fausse modestie, parce que je travaille beaucoup, donc ça tombe pas comme ça. Mais par contre, on peut avoir énormément de talent, travailler beaucoup, et que ça ne marche pas quand même. Moi, j'ai travaillé beaucoup et j'ai eu la chance que ça trouve un public à un moment donné. Et au moment où je joue Tais-toi mon cœur avec Olivia sur le plateau du Grand Journal sur Canal+, il y a Luc Besson invité. Et donc j'ai de la chance. Parce que autant je lui envoie le truc, ça arrive derrière une pile et il n'y a pas de film. Sauf que là, il me voit faire le live. En plus, il y a Didier Drogba qui est en retard. Donc la pub dure un peu plus longtemps. Il me dit, mais tu veux vraiment en faire un film? Parce que je dis, ouais, c'est la bande originale du livre, etc. Je fais, ah ouais, c'est mon rêve. Moi déjà, le livre, elle dit, je suis déjà content, mais j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Jim Jarmusch et je rêve de réaliser un film et je le vois en animation. Et il me donne sa carte une fois, appelle-moi, on en parle. C'était déjà génial. Il m'a changé le rendez-vous 11 fois en un mois. Ah, finalement, il est parti à Los Angeles et tout. Et bon, ok, donc c'est la planète Mars pour moi. Et puis finalement, je suis en une balance de concert sur France Inter. Et j'ai un coup de fil de son secrétaire qui me dit, s'il pouvait être là dans 1 heure, il a 1 heure à vous consacrer maintenant. Et moi, je suis en train de répéter à France Inter et j'ai un direct 3 heures après. Je fais bon, j'arrive. Je fais, vous finissez la balance en moi, il y a des moments, il faut attraper le pompon du carrousel, des fois il repasse pas. J'y vais, il fait, vous pouvez me raconter un peu ce que vous voulez faire du film? Donc je raconte, je voudrais des personnages qui soient en porcelaine pour la fragilité, je veux pas une anime à la Pixar toute fluide et humanisante, je veux que ça soit un peu comme des marionnettes, qu'on sente leur brisure, et je veux mettre toute la patate dans les yeux parce que c'est pas un film de course-poursuite, c'est un film qui est sur l'émotion, donc je veux qu'on ait des yeux photoréalistes, je raconte tout ça. Il me dit, tu veux le faire avec nous? Oui. On appelle ton éditeur et ta maison 10 demain, et après, la semaine prochaine, on attaque le scénario. Donc, dinguerie. Je travaillais toutes les semaines, j'étais en tournée, et tous les lundis, j'avais rendez-vous chez lui, c'est des pâtes, et on bossait pendant 1h30, 2h, 3h sur le scénario. Et puis, un jour, j'étais un peu plus fatigué. J'ai dit, bon, mais je savais quand même ce que j'allais dire, ce que j'allais raconter. Puis j'arrive, et puis d'habitude, voilà, on bossait 2-3 heures, là, au bout de 5 minutes, il me fait, on va boire un café? Ok. Et il me parle de son film, d'autres trucs, de ses enfants. Il me fait, tu sais, je suis hyper content, c'est ton livre, tu fais un vrai effort pour aller vraiment dans le sens de du cinéma, parce que voilà, j'ai oublié de vous dire que quand même, mon premier scène faisait qui collait vraiment à mon roman, ça faisait un film de 5 heures. Il m'a dit, il va falloir faire des choix. Et donc, ça se passait bien et tout. Il me fait, mais quand t'es un peu fatigué ou que t'as pas eu le temps de trop bosser, tu m'appelles, on revient la semaine prochaine. Allez, salut. Et il se barre comme ça.
Il m'en a jamais reparlé. Et je peux vous dire que la semaine d'après, j'étais en place bien comme il faut. C'est du bon. C'est ça, il m'a pas humilié, il m'a pas crié dessus. Mais voilà, c'est du bon management. Et après, donc ça a démarré vraiment idéalement, extraordinaire. Et puis après, malheureusement, la boîte de prestataires avec qui il était lui a fait une entourloupe, ce qui fait qu'il y a eu un procès qu'on a gagné. Mais ça a arrêté le film pendant 2 ans. Et après, il a fallu retrouver, et ça a coûté quand même 5 millions d'euros, cette histoire. Pour arriver à récupérer, c'est un film qui coûte 20 millions d'euros au final. Donc c'est énormément d'argent. Mais pour vous donner une idée, un film en full 3D comme ça, un Pixar, les moins chers coûtent 150 millions d'euros. Donc à la fois, c'est très cher, 20 millions d'euros. Voilà, une sirène à Paris, après je l'ai fait avec 3,5 millions, ce qui est aussi beaucoup d'argent, mais c'est pour vous donner, j'avais quand même 200 personnes pendant 4 ans, dont une équipe de 8 personnes qui travaillent que sur les yeux des personnages. Donc c'est une usine à gaz incroyable, c'est passionnant, j'ai appris plein de trucs. Et à la fois c'était l'énorme et le petit en même temps, et on a fini en Belgique, etc. Et le jour où enfin il sort, je rentre en Champstery pour être greffé de la moelle osseuse. On va y revenir. On va essayer de dérouler un peu les années. 2011, sortie du roman Métamorphose en bord de ciel qui va inspirer des chansons de l'album Burden Roll. On va passer assez rapidement là-dessus parce qu'en 2011, il y a aussi quelque chose que peut-être les gens ne connaissent pas, c'est l'homme volcan. Alors l'homme volcan, t'étais très en avance finalement avec l'homme volcan. C'est plus qu'un livre numérique, c'est des applications, c'est une vraie aventure et ça a fait un paquet de lecteurs, plus de 150 000. Ouais, c'était un projet génial ça qu'on m'a proposé. On m'a dit, comme j'étais en train de faire la mécanique du cœur, on dit on cherche quelqu'un pour faire un espèce d'expérience de livre numérique, mais qui soit avec de la musique et des illustrations. Donc pas du tout un truc, pas un jeu, pas un truc vraiment. Donc j'avais cette histoire que j'avais commencé à écrire, parce que j'aime bien, quand je lis, j'aime bien lire plusieurs livres en même temps, et quand j'écris, j'aime bien écrire plusieurs livres en même temps aussi. Ça me fait en fait pareil. Même si il y a les liens dont je vous parlais tout à l'heure, mais le fait de se déconnecter, après quand tu reviens avec une autre fraîcheur, et j'aime beaucoup ça. Et donc j'avais commencé pendant la mécanique du cœur cette histoire de l'homme volcan. Quand ils m'ont dit ça, je vais aller au bout de cette histoire-là. Et donc j'ai travaillé avec un des illustrateurs qui travaillait sur le film de la mécanique du cœur. Et bien sûr, j'ai fait la musique avec Dionysos. Et ça fait comme une petite bande originale de film, d'un livre comme ça qu'on on pouvait toucher les pages comme ça, enfin pas les toucher, mais enfin c'était en tactile. Effectivement, et c'est, alors je sais pas si certains l'ont vu ou lu ce truc-là, mais en tout cas, il est en bonus pour la première fois en papier dans l'Extraordinarium, parce que en plus de toute la narration dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans les bonus, il y a ce livre-là, il y a le recueil de poèmes avec Daria Nelson, il y a des poèmes inédits, et il y a l'homme volcan, par exemple. Il y a l'homme volcan, et c'était une expérience géniale, et bon, il y a une fin qui est un peu trash, et ça a cartonné au Japon par rapport à ça, parce qu'ils étaient tellement choqués, qu'en fait, ça a fait un petit peu de buzz, et tout le monde voulait lire ce truc, et je me suis retrouvé, bon, en appli gratuite, on s'affole pas, mais je me suis retrouvé à Noël, je sais plus quand, 2011, je crois, numéro 1 des applis, des livres numériques au Japon. Alors j'avais jamais sorti de livre au Japon, mais surtout parce que les gens détestaient ce livre. Parce que la fin les choquait. J'ai trouvé ça très amusant, mais j'espère que je pourrai aller au Japon un jour pour me défendre. On arrive à 2013 avec la publication d'un roman, Le plus petit baiser jamais recensé. Alors je vais dire une bêtise, je le sais, parce qu'on en a déjà parlé. Un roman qui n'inspirera ni film ni album, parce que le diagnostic dont tu parlais tout à l'heure tombe, aplasie médulaire et greffe de moelle osseuse. Oui, mais juste avant, pour ce livre, m'arrive un truc un peu marrant quand même. Entre-temps, j'ai écrit La femme chocolat pour Olivia Ruiz, et je fais un Olympia, et il y a un chocolatier jeune chocolatier, Hugo et Victor, qui me fait, voilà, merci pour cette chanson, je suis un apprenti chocolatier, voici mes chocolats. Il me fait goûter. C'est dément. Moi, je dis, moi, je suis en train d'écrire un livre sur l'histoire d'une femme qui, quand on l'embrasse, elle disparaît. Et d'un inventeur qui fabrique un chocolat magique qui permet de l'embrasser à distance. Et je lui dis, j'aimerais bien qu'on le fasse ensemble, ce chocolat. Le mec, il fait, allez, tu passes, tente un truc. Encore, je suis allé, je lui ai envoyé d'abord des extraits du livre. Lui, il m'a proposé des choses. Et après, je suis allé goûter la ganache avec lui. On a réduit une bille de meringue. On a décuit du caramel. On a mis de l'orange sanguine. On a du chocolat noir. Et puis, j'ai dit à Flammarion, voilà, j'aimerais faire mes concerts lecture et faire goûter le chocolat magique aux gens. Et ils m'ont dit, absolument pas, c'est un gadget, tu nous emmerdes avec tes conneries. On est un éditeur par un chocolatier. Et puis, je fais, goûte-le quand même, goûte-le. On le fait.
Donc, finalement, en fait, et du coup, c'était marrant parce qu'il est sorti dans quelques pays, et je suis allé même faire de la promo en Espagne, en Allemagne et tout, et ils achetaient le chocolat. Quand j'arrivais, en fait, il y avait le chocolat avec les trucs écrits en allemand et tout. C'était juste incroyable. Et effectivement, pendant la tournée de ça et de Bird and Roll et de où je devais finir La mécanique du cœur, film. Entre-temps, j'ai fait donc 2 autres livres et 2 autres tournées pendant ces 6 ans-là, plus les disques pour Olivia, 2 disques pour Olivia et un disque pour Kelly aussi, en réalisateur, pas j'ai rien écrit, il écrit tout seul. Bah tout d'un coup, effectivement, je commence à avoir des bleus, je commence à saigner du nez 3/4 d'heure d'affilée et je commence à être très blanc. Et notamment en novembre, il y a 10 ans, on fait le clip pour Jack et la mécanique du cœur. Il y a des mélanges de nous en live et des images du film. Et entre toutes les prises, en fait, j'ai l'impression que je respire comme dans une paille. J'arrive plus, quoi. J'arrive plus. Donc le lendemain, je fais des analyses. Et on m'appelle en urgence, on me dit, il faut faire transfuser d'urgence. Vous avez 3,8 d'hémoglobine. En fait, on transfuse d'urgence à 8. Et normalement, on a entre 13 et 15 pour les hommes et 12 et 14 pour les femmes. Et normalement, vous devriez pas bouger de votre lit. Là, parce que vous êtes en risque AVC, crise cardiaque. Les globules rouges, c'est l'oxygène dans le sang. Donc, c'est comme un moteur qui aurait plus d'huile, quoi. En gros, quand on est dans des taux comme ça. Après, il me renvoie mes autres analyses, j'ai plus non plus de plaquettes. Donc les plaquettes, ce qui permet de coaguler. Donc il me dit surtout, vous ne lavez plus les dents. C'est bain de bouche obligatoire. Et vous touchez plus de couteau, plus rien, parce que si vous coupez, c'est hémorragie, vous avez des risques hémorragiques terribles. Puis il me rappelle encore 10 minutes après, vous n'avez plus non plus de système immunitaire, vous n'avez plus de globules blancs. Donc c'est masque obligatoire, interdiction d'aller dans un cinéma, dans un supermarché, et vous allez vous faire transfuser tout de suite, d'urgence. On ne sait pas ce que vous avez, mais il faut qu'on aille voir. Ah, je fais non, mais c'est bien, mais moi je vais au montage de mon clip. Là, j'ai le taxi qui arrive. Il me dit non, il n'y a pas de... Non, vous allez aux urgences en fait. Et aux urgences, il y avait un panneau avec écrit la bobologie, vous pouvez attendre peut-être 7-8 heures. Cas grave, vous êtes pris dans une demi-heure. Diagnostic vital en danger, vous êtes pris tout de suite. Je monte mes analyses, il y a un sas qui s'ouvre et il y a 10 mecs qui débarquent. Des trucs et qui me mettent sur le truc, qui me font et qui me perfusent dans tous les sens. Et en fait, j'ai résisté parce que mon corps s'est adapté lentement. C'est un truc qui est pas venu d'un coup. Et comme je suis assez sportif quand même, que j'ai un bon cœur et que le reste de ma santé était très bon, et que j'étais tellement passionné à l'idée de terminer ce livre, et ben j'ai pris cette fatigue-là comme une fatigue normale de fin de 6 ans de travail, plus tournée Bird and Roll, plus séparation avec Olivia et tout ce truc que je vivais sur ce moment-là. Donc je me suis pas dit j'ai une maladie, quoi. J'ai sauf après avec ce clip. Et donc je me suis retrouvé, et quand le film est sorti, j'ai fait ce qu'on appelle la soirée chiffre. La soirée chiffre, c'est un moment où on attend jusqu'à minuit les premiers chiffres, parce que contrairement au livre ou au disque, la première journée d'un film est extrêmement significative de ce qui va se passer pour la suite. C'est une tendance qui est assez peu contrariée. Et donc là, je suis incognito parce que bon, à part les producteurs, personne sait. Et jusqu'à 2h du matin, je bois du champagne. Et puis après, on me ramène en taxi, c'est le silence. Et le lendemain matin, j'ai un cathéter central. Et là, c'est parti pour 6 semaines d'un premier traitement qui n'a pas marché. Ensuite, je suis sorti avec un résultat un peu meilleur, mais pas suffisant. J'étais encore à transfuser 3 fois par semaine. Donc au final, j'ai été transfusé 150 fois. Et c'est là que j'ai écrit ce journal dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle le journal d'un vampire en pyjama. Et j'ai écrit 8 chansons pendant ce temps. Et quand j'ai vu que finalement ils ont trouvé un greffon. Alors pareil, la greffe, c'est un truc. On dit est-ce que vous avez un frère et une sœur? Oui, ma sœur elle fait le truc pas compatible. Une chance sur 4. Enfin, on passe maintenant sur une chance pour 1 million. Sur les une chance pour 1 million, ils trouvent pas. Parce qu'ils disent votre code génétique est très compliqué. Parce que même si j'ai une petite tête petit blanc parce que je ressemble à mon père Lorrain, vous allez voir ça va avoir une importance. Je suis aussi, ma maman était oranaise espagnole, donc génétiquement, mon code, c'est un code de coffre-fort à beaucoup de chiffres. Et on l'est plus ou moins tous, mais moi je suis bien mélangé, ça se voit pas, mais je suis bien mélangé. C'est une bonne leçon, c'est un bon symbole aussi ça. Du coup, ils me disent en gros j'étais limite en palliatif. Et puis ils me disent on a une autre solution, on fait que pour les enfants. Et vous comme vous êtes assez léger, et petit gabarit, le reste de votre santé va très bien. Écoutez, ça a été fait 15 fois dans le monde pour votre maladie, ça a marché 12 fois. Il faut signer un protocole de soins pour qu'on puisse utiliser vos résultats. Mais si je vous dis ça, c'est qu'il y a une chance qu'on y arrive. Donc je parle là-dedans. Donc c'est du sang de cordon, c'est
J'ai été greffé par le sang de cordon d'une femme qui a accouché en 99 à Düsseldorf, dont les cellules souches ont été conservées dans l'azote liquide à moins 120 degrés pendant 15 ans. Et en fait, j'ai changé de groupe sanguin du coup. Et ça a repoussé dans mes os. J'ai passé 6 semaines de plus en chambre stérile. Tout ça a duré environ 2 ans. Et au final, j'ai écrit le livre dont tu parles. Et comme je l'ai écrit complètement in situ, le jour où j'ai été greffé, j'ai écrit le nom de ma maman biologique numéro 2, qui s'appelait DUCB 4BZ quelque chose. Sauf que j'ai écrit, sans rien penser, vrai. Ce qui est complètement interdit. Parce que ça doit rester anonyme et gratuit et que je peux comprendre éthiquement pourquoi. Sauf que le livre est sorti dans une vingtaine de pays dont l'Allemagne. Et que un jour, je suis invité par les différents consulats Alliance française, Mexique, Espagne, Chine, Portugal et donc Allemagne. Et quand j'arrive en Allemagne, entre une banane et un Mars, il y a une lettre. Et la demoiselle qui m'accueille me dit, il faut lire la lettre. Je fais, oui. Moi, j'avais décalage horaire, je venais du Mexique. Je lirai après. Non, il faut lire avant de monter sur scène. J'ouvre la lettre. Bonjour, je suis votre mère biologique numéro 2. Je vous suis sur Instagram. J'aime beaucoup vos chansons. En fait, la directrice de l'hôpital a lu votre livre parce qu'il n'y a pas 36 livres qui parlent d'un greffé de la moelle osseuse par son de cordon. Elle a tapé le code, elle a reconnu mon code. Elle m'a envoyé le livre. Moi, j'ai aimé le livre. Une fois que je lui ai dit que j'avais aimé le livre, elle m'a dit, regarde le code. C'est le tien. Et cette dame travaillait à l'acheminement des sangs de cordon. C'est-à-dire que je raconte ça je propose ça à un producteur de cinéma, il me dit, tu te fous vraiment de ma gueule. Mais pourtant, tout est vrai. Et donc, elle me dit, j'aimerais vous voir. Donc moi, j'ai besoin de mériter mon miracle. Je dis, je vais pas y aller en avion ou en train. Donc en fait, je suis parti en vélo électrique entre Paris et Düsseldorf. Tout ça, ce sera dans l'Extraordinarium aussi. Et c'est dans la parution du Guerrier en porcelaine déjà en poche. Ça s'appelle Ultramour. Je voulais lui offrir le vélo. Ils m'ont dit non, parce que par contre, ils ont des règles en Allemagne. En France, on peut pas se rencontrer. Je sais pas, parce que c'est en Suisse, je sais pas. Mais en tout cas, en France, c'est interdit. En Allemagne, c'est autorisé après 2 ans, avec évidemment consentement mutuel, et on ne va pas en boîte de nuit à 2h du matin non plus. C'est quand même dans un cadre très médicalisé. Et après 2 ans, donc j'ai attendu les fameux 2 ans et j'y suis allé, mais ils m'ont dit par contre pas de cadeau à valeur marchande. Donc j'ai écrit une chanson qui s'appelle Family et j'ai gravé sur un vinyle 3 exemplaires. Un pour mon greffeur, un pour la maman, un pour la fille. Je suis parti avec ça sur mon vélo. J'ai dormi que dans des endroits insolites, cabanes dans les arbres, bulles à ciel ouvert et péniche. Et maintenant j'habite sur une péniche parce que j'ai dormi dans une péniche à Namur ce jour-là et que je me suis dit je vais vivre là-dedans moi, en fait. C'est ça qui me plaît. Et j'ai rencontré la maman, la fille qui maintenant fait médecine. Et vous savez, on a un système immunitaire avec un code génétique qui est évidemment partagé du papa et de la maman tous. Et moi, j'ai maintenant exactement le même système immunitaire que cette demoiselle, vu que je suis au bout de son sang de cordon. Ils ont gelé au moment où la maman... Donc, on est exactement des jumeaux génétiques. Pas d'œufs, mais on est des jumeaux génétiques. Et on allait ensemble voir les énormes citernes d'azote liquide fumante qui ressemblent de très près au moment dans l'Empire contre-attaque où Han Solo se fait congeler. Ça ressemble vraiment à ça, hein, c'est des grosses trucs fumants comme ça. Et là, il y avait le sang qui coule dans mes veines, qui a coulé dans les siennes avant, qui était là, qui avait été là, qui n'était plus. Et il y avait toutes les autres vies possibles à sauver qui étaient là et qui attendaient. Et là, juste à côté, dans la pièce à côté, il y avait une petite platine et on a mis le petit vinyle, on a écouté la chanson Family. Et c'était forcément un des plus beaux jours de ma vie. Alors ça c'était en 2013, finalement la greffe a eu en 2014, hein, le diagnostic en 2013, la greffe en 2014, donc l'année prochaine tu auras 10 ans. 10 ans de greffe le 21 octobre, alors le 21 octobre c'est encore un truc génial, c'est-à-dire que donc, je suis en 2014, en 2015 j'ai mes petites nièces qui viennent me voir et en fait en 2015, ça vous dit rien, le 21 octobre 2015, Retour vers le futur, c'est le jour où Doc et Marty arrivent dans le futur. Et en fait, il y a plein de trucs là dans Paris avec des mecs qui viennent avec des DeLorean, machin. Les petites nièces n'ont pas vu Retour vers le futur, donc avant je leur fais les 3 retours, c'est une nuit Retour vers le futur. La veille, on va aux événements le jour de ma greffe. Et il y a un mec, il y a DeLorean, je suis fan de Dionysos et tout. Je fais là on fait un clip et je lui explique moi Retour vers le futur. Retour vers le futur pour un mec qui est greffé, c'était quand même un truc un peu fou. En plus, j'adore ces films-là.
Et du coup, le mec fait, je viens pour ton clip. Et donc, si vous pouvez regarder, le clip de Vampire de l'amour, vous verrez, il y a une DeLorean à Montaunin. Et c'est parce que le hasard aussi de ces synchronicités amusantes. Je disais sur ton plaisanterie que l'année prochaine tu auras 10 ans, mais on a vraiment l'impression que depuis que cette greffe a réussi, tu mangeais déjà la vie goulûment avant, mais depuis ça va encore 2 fois plus vite. Moi, ce qui me fascine, c'est ta capacité à créer, à imaginer, à rêver, à t'émerveiller depuis tout le temps. Et ce que je vais le dire très gentiment, hein, c'est pas du tout une critique, j'ai l'impression que t'es un vrai gamin. Mais en fait, je pense que faire attention à la régression, faut pas confondre. C'est-à-dire que moi, je suis très bien avec mes bientôt 50 ans, j'ai absolument pas envie d'avoir 8 ans à nouveau. Ou alors si c'est une nostalgie, c'est une nostalgie joyeuse. Mais je crois que tout artiste, quel que soit son univers, nourrit son enfant intérieur tout le temps. Et moi, j'assume ce truc-là. Alors, je crois beaucoup à ça. Je crois que moi, en tout cas, les artistes qui me fascinent le plus, de Cocteau à Boris Vian, Björk, Chaplin, Patti Smith, c'est des enfants. Mais pas des enfants au sens, oh là là, ils font que des conneries. Non, c'est des gens qui peuvent prendre des responsabilités d'adultes, qui peuvent avoir des vrais un engagement poétique et politique d'adultes, mais qui, comme on le disait tout à l'heure, c'est Vian qui disait, les gens qui n'ont pas d'imagination en veulent toujours énormément aux gens qui ont de l'imagination. Et aussi, autre chose, il y a beaucoup de gens qui se prennent très au sérieux, mais qui sont pas très sérieux, font pas les choses sérieusement, alors que le but c'est l'inverse, c'est se prendre pas au sérieux, mais par contre de bosser dur, et donc d'être sérieux. Le sérieux chez Jean Kelevitch aussi, pour ceux qui connaissent un peu ce philosophe génial, le sérieux c'est pas se prendre au sérieux, contrairement à ce que la confusion elle se fait, et la confusion de être sérieux et se prendre au sérieux, pour moi, c'est la mauvaise façon d'être adulte. Et j'espère ne jamais tomber là-dedans, vraiment, et c'est pour ça que je ne prends pas du tout ça comme une critique, le côté gamin. Bien sûr, comme tout le monde, je peux avoir des moments de régression, et c'est amusant. De faire le con, comme on dit. Faire l'idiot, c'est jouissif. Mais si on fait tout le temps le con, qu'on est tout le temps l'idiot, ça sert à rien. Vous savez, il y a une bonne métaphore aussi, comme pour le ciel étoilé tout à l'heure, c'est le chant. Le chant, pour faire une note juste, souvent on fait le chant ou le violon ou autre chose, on vibre. Donc en fait, on n'est jamais juste, mais on est en mouvement. La justesse, ce serait quelque chose de droit. Mais en faisant comme ça une ondulation, à la moyenne des deux, on a une sensation de justesse parce qu'on bouge, parce qu'on change de point de vue comme tout à l'heure, parce qu'on vibre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer de vibrer au maximum. Alors quand c'est la corde sensible de l'enfance et de cette nostalgie-là, je l'assume, mais je ne voudrais pas m'enfermer dans un univers enfantin, parce que ça y est, Mathias Malzieu, il saute un peu partout, il aime bien les lutins, et ça y est. Non, je vais pouvoir écrire un livre plus politique, je vais pouvoir faire autre chose, parce que je vibrerai à chaque fois que je serai exactement sensible. Et même quand ce ne sera pas directement enfantin, c'est quand même l'enfant intérieur qui sera le moteur. Alors on parle déjà depuis 55 minutes, j'ai encore pas mal de choses à dire, on va essayer d'aller un peu vite. 5 minutes, c'est ça? Ouais, on va dépasser un tout petit peu. 2019, Une sirène à Paris, un roman, un film, un album de Dionysos Surprisier. On en a parlé tout à l'heure, c'est Covid en pleine face, le film qui sort le jour du confinement, enfin voilà. Mais en 2019, il y a aussi le coffret Boris Vian, livre de poche, pour le centenaire de la naissance de Boris Vian, centenaire dont tu étais le parrain. Et c'est quand même incroyable cette histoire. Boris Vian qui quand même n'a pas été reconnu à sa juste valeur de son vivant, et quand même son fantôme qui a 100 ans, il a dû porter un masque. Et la moitié des événements ont été annulés. C'est fou. Ouais. Mais il y a un texte inédit dans un coffret du livre de poche. Est-ce qu'il sera dans l'extraordinaire? Celui-là n'y est pas. Ah. Donc ils sont malins, les livres de poche. Et puis en 2020, c'est Cécile Coulon qui te propose de publier dans la collection Iconopop qu'elle dirige aux éditions de l'Iconoclaste. Et c'est ce très joli livre que tu fais avec ta compagne Daria Nelson, Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse. C'est le premier recueil de poèmes en fait. Oui, c'est le premier recueil de poèmes. Alors, j'avais très très peur avec ça parce que j'écrivais des poèmes, des fois que je transforme en son. Il y avait des poèmes à la fin du plus petit baiser jamais recensé. Mais j'ai toujours énormément de méfiance avec celui qui s'autoproclame poète. Des fois, je vais sur Instagram et quand il y a écrit poète, j'ai pas envie de regarder. Et c'est peut-être une erreur d'ailleurs. Mais l'autoproclamation du poète me fait très peur. Très très peur, et donc j'étais, oulala, je vais faire le poète là? Je sais pas. Et puis finalement, avec la bienveillance et le souffle de Cécile Coulon, dont j'adore la poésie, je me suis dit, pourquoi pas? Et du coup, j'ai beaucoup aimé ça.
Et ça a été une expérience géniale. On l'a joué en spectacle du coup avec Daria aussi, mais plus tard parce que pareil on s'est mangé le confinement derrière. Et du coup j'ai écrit d'autres poèmes qui sont retrouvés dans un album qu'on a fait tous les deux. Et ça a été une expérience artistique assez incroyable. Et depuis, j'écris un haïku par jour. J'écris des poèmes aussi que je sors pas forcément, mais un haïku par jour. Je vais être le 13 octobre à 800 haïkus. J'écris un haïku que je les publie sur Instagram et je les note dans un petit cahier parce que ma compagne m'avait offert un carnet qui s'appelait One Line a Day, 5 Years Memory Book. Et j'ai décidé d'en faire des haïkus. Donc je m'y tiens. Et même si je suis crevé que c'est 3h du matin, je me couche pas sans avoir écrit mon haïku tous les jours. J'ai même essayé de candidater au livre des records. Parce que depuis petit, j'ai toujours rêvé d'être champion du monde de quelque chose. Et malheureusement, ils m'ont dit non, mais on peut pas prouver par huissier, vous recopiez pas. Donc en fait, ça marche pas. Ou alors, faut avoir un huissier à demeure pendant 4 ou 5 ans. Ouais, c'est compliqué. Mais tu as un rapport particulier avec les haïkus. Oui, j'ai un album qui s'appelle Haïku de Dionysos. J'ai découvert les haïkus, alors pas du tout au Japon pour le coup. Quand on a enregistré notre album à San Francisco et que alors j'étais comme un petit fan quoi, parce que à San Francisco voilà, c'était quand même là le bleu de la flamme de la Beat Generation avec Kerouac, avec tous ces gens dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je traînais tout le temps la City Lights Book, qui est une librairie mythique où un peu comme on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de choses interdites qui ont été publiées sous le manteau et qui publiaient des trucs qui étaient complètement interdits de l'époque. Ce qui nous ramène à Voltaire. Oui, c'est pour ça que je dis ça, parce que tout à l'heure j'ai eu l'honneur extraordinaire de visiter le château, la magnifique expo. Ceux qui l'ont pas vu, je plus que recommande. C'est vraiment extraordinaire, c'est magique, c'est impressionnant, c'est très vibrant ça aussi. Et du coup, j'étais là-dedans et j'ai découvert un bouquin de Kerouac qui s'appelait Western Haïku. Et en fait, les Western Haïku, normalement un haïku c'est 5-7-5, le haïku japonais, 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes, 17 syllabes. Et lui, il a dit je m'en fous. Le Western Haïku, c'est 3 phrases. C'est tout. Comme un peu un aphorisme de 3 phrases. Et ça m'a vachement plu à la fois cette liberté, même si moi j'essaye plutôt de respecter la métrique japonaise, que ça crée des contraintes amusantes. Mais du coup, j'ai appelé l'album haïku parce que les textes des chansons étaient assez courts. Et l'album d'après s'est appelé Western sous la neige. Donc ça a été un moment clé. On va rester une seconde sur la poésie parce que te voilà directeur de collection chez HarperCollins avec un premier livre qui sort dans quoi 3 semaines? Le 18, ouais. Le 18? C'est demain, quoi. Comment c'est arrivé cette affaire? Comment on se retrouve directeur de collection chez HarperCollins? Alors j'étais dans un salon littéraire. Oui, il se passe beaucoup de choses sur les salons littéraires. À Quiberon. Et le matin, il faisait très très beau. Et j'ai absolument demandé à faire un tour de paddle. Parce que j'adore ça. Et il y en avait pas, mais j'ai quand même fait du kayak. Et je me suis retrouvé en kayak avec un ancien collègue qui écrit des livres que j'adore, qui s'appelle Arnold Gilcher, et qui était mon directeur artistique chez Barclay, toutes les années, Monsters in Love, Western sous la neige, Mécanique du cœur, et qui est passé chez Wagram Livre, qui fait des trucs avec Harper, et on discute de plein de trucs, et il me dit, tu n'aurais pas une idée de collection pour nous? Je sais pas. Tu veux pas réfléchir à un truc? Je suis. Et en fait, je suis rentré dans le train, et j'ai envoyé un mail en sortant du train, avec le principe, je lui dis, voilà, ça pourrait s'appeler Au Merveilleux. Et demander à des auteurs d'écrire des textes très courts sur des souvenirs d'enfance qui les ont fait devenir écrivains. Mais on fait des textes très courts déjà, parce que moi je sais quand on me demande des trucs, des fois j'ai pas le temps, donc je vais pas demander des trucs trop longs, parce que pour que ça soit un truc fun et pas un truc, on va le faire parce que c'est Mathias, mais c'est trop long à écrire. Et comme c'est court, moi je fais la musique du film, comme si c'était un film, des petites histoires, et on fait une version audio, et on en fait un vinyle. Alors le vinyle on n'a pas pu, ils m'ont dit c'est trop cher, on verra la 2e édition, mais on sort quand même le livre avec des gens géniaux comme Baptiste Beaulieu, Virginie Grimaldi, Cécile Coulon, Olivia Ruiz, Cali, Magid Cherfi, des gens Aldebert, des gens qui viennent de la chanson. On a aussi Justine Piluso qui est une chef, on a Zep qui nous a fait un bout de BD, et on a tous, et j'ai lu tous leurs textes, et on le sort en audio, et Mike, le guitariste de Dionysos, il a fait comme de la musique de film dessus. Et du coup il y a des vrais moments de poésie extraordinaire. Et j'ai adoré, encore une fois, c'est le même principe. Moi, j'ai accompagné les auteurs, j'ai préfacé, j'ai dirigé, mais j'étais au service du rêve des autres. J'étais de l'autre côté de la barrière, et j'ai adoré ça. Et on a fait aussi quelque chose d'autre, avec ce monsieur qui y était. On a fait un petit concours
de poésie, d'instant poétique, on a appelé ça. Aux Trois Baudets, c'est un théâtre génial à Paris, qui a été la pépinière justement de Boris Vian, Gainsbourg, Gréco, Barbara, Anne Sylvestre, Gainsbourg et consorts. Et j'ai la chance d'être le directeur artistique de ce lieu. Et on faisait des petits concours de poésie, comme ça, 3 minutes. Et après, on a fait une finale. Et le champion, alors bien sûr, il n'y a aucune prétention, hein, c'est un jury, donc ça aurait pu être 1000 autres à chaque fois. Mais en tout cas, il y en a un qui est sorti vainqueur. Et il a son texte dans le livre. Et c'est génial parce que voilà, j'adore Baptiste Beaulieu, je vais être dans un livre avec Baptiste Beaulieu. Et ça, vous savez, c'est comme au foot, c'est bien de marquer les buts. Mais quand on fait la passe, et qu'on voit l'autre marquer, c'est génial. Moi, la première fois que j'ai entendu Olivia chanter La Flamme Chocolat, c'est aussi faire la passe. Alors peut-être que c'est vieillissant que je dis ça. Mais j'aime faire la passe aussi. J'aime marquer le but, mais qu'est-ce que c'est bon de faire la passe. Alors le monsieur en question que tu as désigné au premier rang, il s'appelle Mathieu Vivian, il a écrit un très beau livre qui s'appelle Le Sorcier Blanc, il en parlera demain matin à la médiathèque Le Châtelat. On sera ensemble. À 10h si j'ai bonne mémoire. Et donc venez découvrir ce texte qui est superbe aussi. Une dernière chose, parce que le dernier roman en date, c'est Le Guerrier de Porcelaine, sorti en poche avec le supplément Ultramour dont on a parlé tout à l'heure. Ça ferait pas un bon film, ça? Alors je suis en train de me mettre au cinéma. Mais c'est long, hein. C'est long. Et puis bon, maintenant, premier film, je rentre en chambre stérile. Deuxième film, Covid. Donc j'ai très très peur de déclencher une guerre nucléaire. Je vais peut-être m'abstenir. Mais non, je vais essayer de faire ce film-là beaucoup. Et pour conclure, par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, l'histoire incroyable, c'est que ma grand-mère, ma grand-mère, la mère de mon père, c'est ça. Comme je l'ai connue, ça me paraît pas connu, ça me paraît très loin. Elle est née en Lorraine, juste avant la Première Guerre mondiale. Donc elle est née allemande. La Première Guerre mondiale, elle est devenue française. Mon père est donc né français dans cette région-là. Elle est morte en couche quand mon père avait 4 ans. Dans le livre, il a plus, parce que je voulais lui donner je voulais qu'il écrive à la première personne, donc je l'ai grandi un petit peu. Mon père m'a éduqué dans un universalisme, un antiracisme laïque. Et quand on parle de l'allemand, les nazis et les allemands, c'est pareil. C'est moi qui dois lui dire, hey, papa, tu m'as toujours éduqué dans la tolérance, dans tout le monde logeait à la même enseigne, et toi tu le fais pas. Alors qu'il y a un France-Allemagne au foot, il devient très très énervé. Encore aujourd'hui. Et du coup, on a eu des discussions à l'adolescence comme ça très fortes, et ce qui est très beau, c'est que moi j'ai été sauvé par du sang allemand. Et donc c'est quand même une pied de nez à l'histoire, ce qu'on voit en ce moment en Ukraine, pareil, ukrainien. Ma compagne est ukrainienne, elle a des grands-parents russes, etc. C'est le même peuple, et ça dit quelque chose de l'absurdité de la guerre. Quelle connerie la guerre de Prévert. Je vais pas faire le babacou et vous faire comme ça, c'est moche la guerre, on le sait tous, ça. J'ai pas besoin d'insister. Mais ça raconte quelque chose sur la question des identitarismes, de tout bord, d'extrême droite comme d'extrême gauche. Les identitarismes, voilà. Moi, j'ai été éduqué dans l'universalisme avec une grand-mère qui est née allemande. Elle est morte à cause de l'invasion des Allemands. Mon père, c'est son traumatisme. Mais comme moi, j'ai pris tout, la génétique de mon père, qui n'est pas un Allemand, un Français, mais c'est les mêmes qu'un Allemand, et j'ai été sauvé par le sang allemand parce que j'ai pris toute la génétique de mon père. Et je trouve que ça raconte un petit quelque chose. Ça me fait penser, je le dis dans l'épilogue de ce livre, ça me fait penser à cette chanson géniale de Brassens qui s'appelle La balade des gens quelque part et qui moque les chauvinismes. Et je pense que, voilà, dans la maison, juste à côté de la maison de Voltaire, ça résonne un tout petit peu. La parole est à vous. Bonsoir, merci infiniment pour votre présence. Merci à vous. Moi, j'ai beaucoup pensé à une question. Déjà, je découvre beaucoup de choses ce soir. Je ne sais pas si vous avez des enfants et quel est le rapport que vous avez avec vos enfants. Voilà. Alors, c'est la question qui tue. Ouais. Parce que je rêve d'être père. Mais malheureusement, entre mes histoires, en fait, j'ai dû stocker mes spermatozoïdes dans une banque de sperme avant de me faire greffer parce que les traitements que j'ai eus rendent stérile. Mais pas miraculeusement, j'exagère un peu, mais en tout cas, j'ai encore 3% de mes spermatozoïdes qui sont déficients. Mais malheureusement, avec ma précédente compagne, on a eu 4 filles. Ça a été très compliqué, ça nous a un peu séparés. Bon, c'est toujours une agrégation de choses quand on se sépare. Non, mais c'est la vraie vie, hein, il n'y a pas de problème. Et puis avec ma nouvelle compagne, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec qui on a fait ce livre,
Et bien malheureusement, elle a fait une fausse couche, alors que elle, c'est par les voies naturelles, elle a tombé enceinte très vite. Et elle a fait une fausse couche avec maltraitance gynécologique qui lui a causé une hémorragie qui a fait qu'à 10 minutes près, j'ai failli la perdre. Donc elle est très traumatisée et pour l'instant, on veut plus d'enfants. Donc pour l'instant, on a des chats. Et le prochain livre qui s'appelle, que je suis en train d'écrire, s'appelle L'homme qui écoutait battre le cœur des chats. C'est les chats qui prennent la parole parce qu'ils mangent tous mes livres. Donc ils commencent à avoir des connaissances. Et dans le cœur de chaque chat, il y a dans le petit chaton, il y a le fils possible, le fantôme du fils possible. Et dans le cœur de la chatonne, il y a, voilà. Et c'est le travail de deuil de ça, avec les fantômes qui vont finir par s'effacer, etc. Et c'est les chats qui prennent la parole, et c'est ce que je suis en train d'écrire en ce moment. Donc c'était une bonne question. Une autre question pour Mathias. Est-ce que quand on habite dans une péniche, on peut du coup voyager en dormant? Ah ouais, c'est extraordinaire d'habiter sur une péniche parce que poétiquement, on a l'impression de bouger tout le temps parce que bon, je suis sur un fleuve. Donc bien sûr, c'est le fleuve qui bouge, c'est pas moi. Vous savez, ça fait cette sensation comme des fois quand on est dans un train et on sait pas si c'est nous qui avons démarré ou l'autre. Et en fait, il y a un côté comme ça tout le temps. Même si on le sait, si on s'abandonne, je vais encore citer Jean Kelevitch, au charme du je ne sais quoi et du presque rien, ben on peut se laisser prendre par cette poésie-là. Et puis un peu plus concrètement, moi j'ai un paddleboard et un pédalo. Et je fais des choses complètement interdites la nuit. C'est-à-dire que je mets un petit, quand même, pour pas risquer de me faire rentrer dedans par un bateau. Alors la nuit je reste plutôt dans le bras, j'ai déjà pas très le droit, mais il arrive que je fasse quand même des petites... et les lumières électriques de Paris la nuit en paddle, c'est absolument sublime. Et ça m'a donné l'idée de la nouvelle qui termine l'Extraordinarium. Ça m'a l'idée d'un pays qui s'appelle le Pays des Reflets, parce que le soir, en fait, ben, on voit tout en double sur l'eau. Et j'ai imaginé que là-bas, il y avait un orphelinat des amis imaginaires oubliés. Et en fait, du coup, c'est tous les personnages de mes livres qui se retrouvent sur cette espèce de finale. Et notamment avec, il y a déjà ce petit fantôme de cet enfant qui n'est pas venu, qui a failli s'appeler Macha. Et du coup, on nous la livre, comme vous savez, comme dans les contes, le jour où elle aurait dû naître. En plus, encore des hasards bizarres, elle aurait dû naître le 21 octobre. Le même jour que le jour de mes anniversaires de greffe. Ouais, c'est vrai. Donc le 21 octobre, et on l'élève et tout ça, sauf que elle voit le pays des reflets, etc. Donc on l'amène au psy beaucoup, et puis on va s'apercevoir en fait que c'est un personnage que nous avons imaginé, et qui est un peu comme Pinocchio, mais on a été ces fées bleues d'amour qui l'ont rendu en chair. Et c'est comme ça. Alors je vous dis pas comment ça se termine. Mais en tout cas, c'est la nouvelle qui fait la conclusion de tous les livres de l'Extraordinarium. Tout à l'heure, vous aviez parlé de Vampire en pyjama. Et je ne sais pas si c'est un lapsus volontaire ou si c'est les oreilles qui ont fait défaut. Vous avez parlé du vampire de l'amour. Non, c'est pas, non, parce qu'en fait, c'est une chanson du vampire de l'amour. C'est-à-dire que le livre s'appelle Journal d'un vampire en pyjama. L'album s'appelle Vampire en pyjama. Mais il y avait aussi une chanson qui s'appelle Vampire de l'amour. Et qu'on chante là sur ce disque avec Aldebert, parce que Aldebert m'avait invité sur Enfantillage 3, je sais pas si vous connaissez les disques pour enfants d'Aldebert, ils sont super. Et comme il avait lu et écouté ce disque, il m'a fait une chanson de vampire, qui s'appelle L'apprenti Dracula. Et du coup, quand nous on l'a réinvité, on l'a invité à chanter Vampire de l'amour, et c'est une chanson que j'ai écrite au ukulélé, en chant stérile, le moment, quelques jours après que mes cheveux soient tombés. Ma deuxième question, en fait, c'était la suivante. Dans Jack, il y a l'image de la maman qui accouche la sorcière et puis elle part en disant que ça serait la meilleure mère, enfin. Ouais, parce qu'elle est trop jeune. Parce qu'elle est trop jeune. Dans la sirène, sa mère n'est plus là parce qu'elle s'est fait tuer. Tout à fait. Et puis, donc, le personnage principal masculin, sa mère, c'est la photo qu'on voit. Donc en fait, à chaque fois aussi ce fil conducteur sans maman ou la maman. Je pense que, vous savez, c'est des bifurcations dans les choix et dans les hasards. Tous les jours, on en a. Mais moi, je crois cette théorie de poétique quantique. Il y a certains événements qui nous feront basculer dans un autre chemin. Mais l'autre chemin, en filigrane, il continue d'exister. Et je pense que si ma mère était là encore aujourd'hui, déjà, j'aurais pas écrit Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi. Donc, il y aurait pas eu Jack. Donc, il y aurait pas eu la mécanique du cœur. En tout cas, ça aurait été une autre mécanique du cœur. Et j'aime beaucoup, parfois, j'aime les what if, les et si. Me dire, et si elle était là, qu'est-ce que j'aurais écrit comme histoire?
Et évidemment que ma mère, par sa présence quand j'étais plus jeune et par son absence, est une figure centrale de ce que je suis. Par son absence et par sa présence, de manière donc je le fais pas exprès. Des fois je lui rends hommage vraiment exprès, de manière claire et directe. Mais sinon la figure de la mère est très très importante, comme mère, comme femme, dans un féminisme que j'aime universaliste, que j'aime à l'égalité et pas ayatoliste, comme il y en a un petit peu en ce moment, à mon goût un peu trop. J'aime ce féminisme de l'égalité, qui vise l'égalité. On est très en retard, mais viser cette égalité, pas tomber dans un robespierrisme, on en parlait un peu tout à l'heure non plus. Et je suis très admiratif, en fait, de ces combattantes de la nuance, et je trouve que les meilleurs combattants et combattantes de la nuance sont ceux qui ont de l'humour. Et ma mère avait beaucoup d'humour. Et c'est un humour qui me manque et continue de me stimuler. Merci beaucoup. Je vais te demander de t'asseoir une seconde, parce que j'ai 2-3 choses à vous dire avant qu'on termine. La première, je vais commencer par les remerciements. J'aimerais qu'on remercie le château de nous avoir accueillis dans cette salle magnifique et Merci à beaucoup. tous les gens qui sont décarcassés pour qu'on soit là ce soir. Donc ça mérite vos applaudissements. Vraiment, merci beaucoup. Il y a surtout l'immense générosité de Mathias Malzieu. J'aimerais qu'on lui fasse un triomphe pour le partage qu'il a eu avec vous ce soir. Merci beaucoup à toi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, des journalistes qui bossent autant, avec autant de passion et de générosité, donc lui, il mérite son ovation aussi. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Bon retour chez vous. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Et à tout de suite.